Bonsoir à tous. Donc, je suis praticien hospitalier à l'hôpital cardiologique en diabétologie. J'appuie là. Ouais. Voici mes liens d'intérêt. Alors, d'emblée, à l'endroit au but, donc chez un patient qui arrive en soins critiques, selon les recommandations de l'Association américaine de diabétologie, s'il y a une glycémie à plus d'1,80 g, il est extrêmement recommandé d'initier une insulinothérapie de façon urgente. Pourquoi? Parce qu'une glycémie à plus d'1,80 g est un marqueur de mauvais pronostic à court terme. Ça a prouvé que ça a augmenté la durée de séjour, ça a augmenté le risque d'admission en soins intensifs et la mortalité intra-hospitalière. L'objectif est après d'atteindre une glycémie entre 1,40 g et 1,80 g plutôt que 1,10 g à 1,40 g. Et on fait en sorte de ne pas être en dessous de 1,10 g, puisque c'est associé à un risque d'hypoglycémie sévère qui va stimuler les hormones de contre-régulation, dont les catécholamines, augmentant le risque de troubles du rythme. Et c'est associé également à une augmentation de la mortalité. Et il a été décrit des activations réactionnelles du système parasympathique pouvant causer des bradycardies nocturnes. En soins critiques, il est conseillé d'utiliser le pouce IV d'insuline. Sinon, on peut utiliser, et c'est vraiment ce qui est recommandé, un schéma basal-bolus. Donc la basale, c'est la glargine U100, ça peut être la Lantus ou la Basaglar. Les bolus, c'est avec les analogues rapides de l'insuline, Aspart, Lisproglulisine, vous connaissez sous le nom de Novorapide ou Fiasp, Humalog et Apidra. Et Humalog, il y a Liugel aussi pour la Lispro. C'est des noms comme ça pour que ça vous soit plus familier. Alors, le basal bolus, il est mis si le patient peut s'alimenter. Dans ce cas-là, le bolus est fait pour corriger le pic du repas et on fait aussi de la correction supplémentaire s'il est trop avant le repas. Si par contre le patient s'alimente mal, on met une basale et on va faire des bolus de correction. Et surtout, on n'utilise pas le schéma avec juste de la rapide qui n'a jamais équilibré personne et qui fait faire de trop grandes variations glycémiques. Si le patient arrive avec un schéma basal-bolus déjà en place, on peut lui garder son insuline lente. Ça peut être de la glargine U300, c'est la Toujeo, ou la Dégludex et la Tresiba, associée à son bolus que l'on ajuste. Des protocoles IV d'insuline, il y en a plusieurs. Ça, c'est par exemple une actualisation en 2020, c'est des fiches de la Société française d'anesthésie-réanimation et de la Société francophone du diabète, à l'occasion de l'épidémie de Covid, qui a réactualisé ses fiches en donnant ce protocole IV, en mettant comme cible 0,9 à 1,80, mais en disant bien dans le texte qu'on essaye de cibler 1,40 à 80. Et par exemple, chez un patient qui est au-dessus d'1,80 g, on va lui commencer à 2 unités heure après un bolus de 3 unités. Au bout d'une heure, si jamais il reste à plus d'1,80 g, on va augmenter d'une unité heure. Et s'il est en dessous d'1,80 g, pour un diabétique de type 2, on va stopper transitoirement le pouce seringue. Et par contre, laisser, si c'est un diabétique de type 1, tout le temps de l'insuline à 1 unité heure. Quand on va diminuer, si la glycémie est en dessous de 0,60, on va faire des arrêts des pouces seringues et reprendre au-dessus d'un gramme chez le diabétique de type 1, au-dessus d'1,80 g chez le type 2. On fait en sorte, évidemment, qu'il n'y ait pas d'hypoglycémie, puisque c'est associé à plus de troubles du rythme, de mortalité. Et vraiment, le message, si c'est un diabétique de type 1, mais c'est moins fréquemment la population rencontrée chez les insuffisants cardiaques, on ne stoppe jamais l'insuline, puisqu'il y a un risque d'acidocétose. Il faut avoir en tête que chez un diabétique, et surtout un type 1, tout événement aigu va lui augmenter ses besoins d'insuline. Et on n'hésite pas à faire des contrôles d'acétonémie dès qu'il dépasse 2,50 g à 3 g. Ça, c'est un autre protocole qui existe, qui avait été pour le consensus SFC-SFD de 2012, mais qui garde toute sa place. C'était après un syndrome coronarien aigu. Il est encore plus simple, c'est-à-dire qu'on commence l'insuline au-dessus d'1,80 à 2 unités heure. Et si le patient atteint son objectif 1,40 à 80, on ne change pas la dose. S'il reste au-dessus d'1,80 jusqu'à 3 g, on monte d'une unité heure. En dessous d'1,40, on baisse de 0,5. Et par contre, si le sujet est âgé, fragile, dès qu'on est en dessous d'1,40, on stoppe. Voilà, c'est deux possibilités de protocole. Ensuite, quand le patient va sortir des soins critiques, qu'on va décider de faire un relais par insuline, donc s'il était au pouce seringue, alors à quel moment on fait un relais? Quand les glycémies sont plutôt stables, à moins d'1,80 g, plutôt quand il est capable de s'alimenter, et on ne stoppe pas s'il reste à plus de 4 unités heure. C'est trop tôt. On ne fait pas de relais, ça fera des doses trop importantes.
Par contre, s'il a moins de 0,5, on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de faire un relais basal-bolus. Comment on calcule? Vous prenez la quantité totale d'insuline par 24 heures, vous la divisez par 2, ça va vous faire votre dose de basal qu'on administre le soir, et la moitié de la dose totale va servir pour les bolus, qu'on va diviser par 3 et on les répartit entre les 3 repas. Si on n'utilise pas cette méthode, on peut aussi calculer une basale avec la formule 0,3 unités kg/jour et les bolus au total 0,3 unités kg/jour qu'on va diviser par 3. Quand est-ce qu'il faut adresser en diabétologie? Avant la sortie, si un patient lui découvre un diabète. Alors là, on va la définir sur l'hémoglobine glycée à plus de 6,5 parce que la glycémie à l'arrivée ne va pas vous faire le diagnostic de diabète puisque vous savez que vous pouvez avoir une hyperglycémie de stress liée à la synthèse des hormones de contre-régulation et ça ne suffit pas pour le diagnostic. Si le patient est diabétique connu et qu'il est déséquilibré à plus de 8% d'hémoglobine glycée ou qu'on sent qu'on doit initier une insulinothérapie, qu'on ne va pas pouvoir sevrer ou qu'il fait des hypoglycémies sévères et fréquentes. Après sa sortie, s'il est en rééducation cardiaque, par exemple, s'il est instable, ou si on introduit une glyphosine pour l'éduquer sur les effets indésirables et les situations à risque d'acidose, et puis s'il n'a pas vu le diabétologue depuis longtemps. Alors maintenant, on va reprendre chaque classe l'une après l'autre. La metformine, son mécanisme d'action, il faut retenir qu'elle améliore l'insulinorésistance musculaire et hépatique. Au niveau du muscle, elle permet de mieux utiliser le glucose. Et au niveau du foie, elle va avoir deux mécanismes. Elle va diminuer la néoglucogénèse. Ça veut dire qu'on diminue la synthèse intrahépatique de glucose. Et cette néoglucogénèse, elle utilise plusieurs substrats, les acides aminés, le glycérol et le lactate. Ce qui fait qu'on va moins utiliser de lactate. Par ailleurs, ça stimule la glycolyse, c'est-à-dire la dégradation du glucose au niveau de l'acide hépatique. Et ça peut aller vers la voie aérobie ou la voie anaérobie. Et la metformine va plutôt favoriser la voie anaérobie. Et ça va augmenter la synthèse des lactates. On dispose de deux molécules. L'ambonate de metformine, c'est le stagide, et le chlorhydrate de metformine, c'est le glucophage. Ce mécanisme d'action fait qu'il n'y a pas de risque hypoglycémique avec ce traitement. Alors, on nous parle d'acidose lactique, c'est quand même un événement rare, et qui est encore plus rare si on respecte les contre-indications, surtout l'insuffisance rénale sévère à moins de 30 de clairance puisqu'elle peut s'accumuler, ou une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle sur une déshydratation après des AINS, où il faut l'arrêter transitoirement. En cas de situation d'hypoxie, d'hypoperfusion, il faut respecter l'arrêt transitoire du traitement, puisque à ce moment-là, les lactates peuvent s'accumuler. Un état de choc, l'insuffisance cardiaque décompensée, une insuffisance respiratoire, l'infarctus à la phase aiguë. Également, en cas d'insuffisance hépatique ou d'intoxication alcoolique aiguë, toutes ces situations font qu'il faut stopper la metformine. Pour la décompensation cardiaque aiguë, quand vous considérez que la phase hypoxique est passée, que la cardiopathie est stable, à ce moment-là, on peut la reprendre. Avec, un petit rappel, une dose maximale qui est 1000 mg 2 fois par jour si la clairance est entre 45 et 59, et maximum 500 mg 2 fois par jour entre 30 et 44. Et en dessous de 30, pas de metformine. Donc notre patiente, là déjà, qui avait 12 de clairance, elle n'était pas censée prendre metformine 1002 fois. Ça n'avait pas été ajusté. Un petit rappel aussi, quand on fait une injection de produit de contraste, si c'est pour un scanner ou une coronarographie, il est recommandé de stopper dès le jour même la metformine. On la suspend 48 heures, on fait un contrôle de créatinine. S'il n'y a pas eu d'insuffisance rénale aiguë liée à l'iode, on reprend la metformine. Pour les analogues du GLP-1. Alors, les GLP-1, c'est synthétisé physiologiquement par l'intestin en réponse à l'arrivée glycémique dans le tube digestif. Ça agit sur le pancréas en stimulant la synthèse d'insuline et ça inhibe le glucagon. C'est par ce biais-là que ça diminue la glycémie. Ça ralentit la vidange gastrique et ça augmente la sensation de satiété. Ça a des effets bénéfiques sur le poids et l'hémoglobine glyquée. Ce mécanisme d'action fait qu'il n'y a pas d'hypoglycémie. Et on peut les utiliser jusqu'à 15 minutes par minute de clairance. L'effet indésirable le plus fréquent, ce sont les troubles digestifs. Les molécules disponibles, on a le liraglutide, c'est le Victoza, qui se fait tous les jours en titration, le sémaglutide,
c'est l'Ozempic qu'on fait une fois par semaine en l'augmentant progressivement, mensuellement. Et le dulaglutide, c'est le Trulicity qu'on fait toutes les semaines. Alors, dans les méta-analyses, ça a montré que ça réduisait le MACE de 12% à peu près. Donc, il y a un effet bénéfique cardiovasculaire portant surtout sur l'aspect athéroscléreux. Mais par contre, dans la science cardiaque, sur cette méta-analyse, c'est moins 9% non significatif. Donc, il ne faut pas se dire qu'on les utilise dans un but de prévention ou de traitement de la science cardiaque. Et il y a même un petit doute sur le liraglutide, qui a mis en avant la Société francophone du diabète sur sa prise de position en décembre 2019, chez des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite, moins de 40%, dans 2 petites études où il y a à peu près 300 personnes par étude. Dans l'étude live, il y a plus d'effets tachycardisants, mais ça, c'est un effet classe connu, et un signal défavorable sur les événements cardiovasculaires avec un peu plus de troubles du rythme. Et dans l'étude FIGHT, il y a une augmentation non significative, mais à 1,3 du risque de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et si vous lisez de près les nouvelles recommandations de l'ESC 2021 sur l'insuffisance cardiaque, dans le chapitre diabète, ils reprennent ce petit doute sur ces 2 études-là, en disant bien, on ne donne pas dans l'optique insuffisance cardiaque. Ensuite, les gliptines, ce sont des inhibiteurs de l'enzyme qui s'appelle DPP4. La DPP4, c'est l'enzyme qui dégrade le GLP1. Et donc, avec cette inhibition, on va augmenter les taux physiologiques de GLP1. Juste avant, on a vu les GLP1 pharmacologiques. Là, ça inhibe et ça monte le taux physiologique de GLP1. On en a 3. La sitagliptine, c'est le Januvia ou Xelevia. En fait, elle a un effet neutre au niveau cardiovasculaire. Elle doit être adaptée s'il y a une dégradation de la clairance entre 30 et 45, on doit mettre 50 mg au lieu de 100. Le mécanisme d'action fait qu'il n'y a pas d'hypoglycémie. Et vu cet effet neutre, on peut le poursuivre, on peut la poursuivre s'il y a une insuffisance cardiaque aiguë. La vildagliptine n'a pas eu d'étude de mortalité cardiovasculaire. Et la saxagliptine, elle, a montré dans l'étude SAVOR qu'il y avait une augmentation du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. C'est pour ça qu'elle doit être évitée quand il y a une insuffisance cardiaque. Ensuite, les insulinosécréteurs, les sulfamides hypoglycémiants qui font fabriquer de l'insuline au niveau du pancréas, glyclaside, glimépiride, et les glinides, qui sont une classe d'insulinosécréteurs mais un peu différente, le répaglinide, c'est le Novodan, ne seront pas privilégiés en raison du risque hypoglycémique. Il y a même eu à un moment donné sur les sulfamides un doute sur leur effet néfaste au niveau cardiovasculaire du fait de leur action sur les canaux potassiques. Je vous rappelle que pour les sulfamides à longue durée d'action, il y a un risque d'hypo sévère, d'autant plus que le patient est âgé ou dénutri avec une mortalité non négligeable. Et s'il y a un risque d'accumulation en cas de clairance à moins de 30, enfin, il y a un risque d'accumulation et c'est contre-indiqué à moins de 30. Ensuite, la classe des inhibiteurs de SGLT2. Par jour, on excrète 180 grammes de glucose qui va être à 90% réabsorbé au niveau du cotransporteur sodium-glucose de type 2 qui est au niveau du tube contourné proximal. Et un petit peu plus bas, on a le SGLT1 qui réabsorbe 10%. En cas de diabète, comme on filtre plus de glucose, alors juste, pardon, avant le diabète, comme on réabsorbe tout, en fait, si vous faites une glycosurie, elle est à 0, malgré les 180 grammes excrétés par jour, puisqu'on réabsorbe tout. En cas de diabète, on peut excréter plus, ça dépend du niveau glycémique, et il y a une hyperexpression de ces récepteurs qui vont réabsorber plus de glucose, plus de sel. Alors, il y a d'autres récepteurs tout le long du tubule, vous savez, qui réabsorbent le sel, mais vu cette hyper-réabsorption du sel, il y en a moins qui arrivent au niveau de la macula densa, et ça va entraîner une vasodilatation de l'artériole afférente qui va augmenter la pression intraglomérulaire et augmenter la filtration d'albumine, ce qui est un des mécanismes délétères chez le diabétique, qui participe à la néphropathie diabétique. Quand on bloque pharmacologiquement SGLT2, on va entraîner d'une part une glycosurie, alors qui n'est pas de 180 grammes, parce qu'en réaction, SGLT1 va être surexprimé et va réabsorber plus de sucre. Ce qui fait qu'on a une glycosurie à 70 grammes par jour environ, ce qui entraîne une perte calorique. Donc, on explique la baisse de glycémie, la perte de poids. Et cette glycosurie entraîne de l'eau, c'est la diurèse osmotique, qui est évaluée à 375 ml environ en chronique avec la DAPA. Et 500 ml, c'est par exemple avec l'empagliflozine dans une étude chez des patients qui étaient déjà sous diurétique. Comme on a bloqué la réabsorption du sodium au niveau de ce récepteur, la natriurèse augmentée est perçue au niveau de la macula densa
et ça va, bon, je fais rapide, mais entraîner une vasoconstriction de l'artériole afférente qui va faire baisser la pression dans le glomérule. C'est ce qui s'appelle restaurer le feedback tubulo-glomérulaire. Et cette baisse de pression va entraîner une baisse de filtration de l'albumine, qui est un des mécanismes protecteurs des glyphosines au niveau rénal, et va entraîner également une petite baisse du DFG en moyenne de 4 minutes par minute à l'initiation d'une glyphosine, mais c'est un effet hémodynamique attendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse globale de natriurése est modeste et transitoire, parce qu'il y a une régulation qui va se faire le long, au-delà de la macula densa. Alors, juste bien pour avoir en tête, on a la dapagliflozine qui est le Forxiga, qui, alors je suis désolée, je n'ai pas exactement les mêmes dates, Carlos. La mise à disposition en France, en fait, c'est avril 2020 dans le type 2, avec un remboursement dans le type 2. Et la mise à disposition pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, parce que c'est ça actuellement l'AMM européenne et en France, c'est décembre 2020. Et ce n'est remboursé pour l'instant encore que dans le diabète de type 2. Ça devait évoluer cet été, ce n'est pas encore le cas. Seuls diabétologues, internistes et cardiologues peuvent initier la DAPA, avec une évolution récente sur le rein, mais réglementairement, on n'a pas encore le droit d'en parler, mais il y a des choses nouvelles sur le rein, et les néphrologues peuvent l'initier. Et ça a simplifié le seuil d'initiation de la glyphosine, parce que pour l'ensemble de ces indications, c'est 25 minutes par minute. Et ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est qu'on peut la poursuivre si ça se dégrade, et arriver en dialyse, c'est le néphrologue qui décide. Alors, on va se remettre dans le cas clinique de la patiente, l'histoire avait été peut-être un peu ajustée, mais la dapagliflozine, on va imaginer qu'elle avait été introduite comme il fallait à une période où elle avait plus de 25 et qu'elle avait été maintenue parce qu'elle s'est dégradée. Hein, on va dire comme ça. Ensuite, pour l'empagliflozine, qui est le Jardiance, elle est dans le diabète depuis avril de cette année, et pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est tout récent, c'est cet été, mais remboursé que dans le diabète de type 2. Les mêmes prescripteurs peuvent initier, renouveler annuellement, et dans l'intervalle, je ne vous ai pas dit, le généraliste peut poursuivre. Le néphrologue, pour l'instant, ne peut pas l'initier. Il y a une subtilité d'initiation, c'est dans le type 2, ça reste extrêmement recommandé que ça soit plus de 60, simplement pour que ça soit efficace pour le type 2, parce que plus la clairance baisse, moins on est efficace sur la baisse d'HbA1c. Et dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est 20 de clairance pour l'initier. Les effets protecteurs sont multiples. Alors, on a vu la diurèse osmotique, liées à la glycosurie, on a une natriurèse, on a des améliorations de pression artérielle en moyenne de moins 3-4 mm de mercure. Ça améliore les résistances vasculaires périphériques et tous ces effets hémodynamiques vont améliorer les conditions de précharge et de post-charge cardiaque. Au niveau rénal, on a vu la baisse de pression qui diminue la filtration de l'albumine. Il y a également une diminution de la charge électrolytique rénale qui fait qu'il y a une baisse de l'hypoxie rénale, une baisse de l'inflammation, de la fibrose. Tout ça, ça restaure la synthèse de PO qui va être bénéfique au niveau cardiaque. Moins de risque d'insuffisance rénale aiguë, ça on l'a vu. Les effets métaboliques avec la hausse du glucagon et l'augmentation de l'acétone qui peut quand même aussi être bénéfique pour le cœur, qui va avoir un afflux de substrat énergétique un peu différent parce que l'insuffisance cardiaque va plus utiliser le glucose et là à ce moment-là, ça sera bénéfique sur l'énergétique cardiaque. Et puis il y a une possible inhibition du cotransporteur sodium H+, qui va modifier le sodium intracellulaire et améliorer la contractilité cardiaque. Dans les recours ESC 2021, donc chez les diabétiques de type 2, parce que c'est vraiment cette population-là, les inhibiteurs de GLT2 sont recommandés pour réduire les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. On est vraiment dans la prévention, le MES, la protection rénale et la mortalité cardiovasculaire. Et le diabétique de type 2 avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, on diminue les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et la mortalité cardiovasculaire. Et on a compris que ça marchait également chez le non-diabétique, cette diminution d'hospitalisation par insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire, diabète ou pas diabète. Alors, juste, tout à l'heure, on a évoqué le surrisque de mycose génitale qui est multiplié par 3 à 5 du fait de la glycosurie. C'est comme quand vous avez un diabète déséquilibré, il y a une glycosurie, il y a un risque de faire une mycose. Le risque d'infection urinaire bactérienne, il est minime. En cas de pyélonéphrite, sepsis urinaire, c'est quand même recommandé de stopper transitoirement. On a vu, on éduque les patients sur la tension, le risque d'hypotension orthostatique, mais quand même beaucoup moins marqué que les autres molécules de l'insuffisance cardiaque. On peut être amené à ajuster les diurétiques. Par contre, le risque hypoglycémique, non, il n'y en a pas. C'est simplement si on rajoute à un traitement par sulfamide, hypoglycémie ou insuline, on potentialise leur effet. Donc là, il y a un risque. Mais en soi, comme c'est un phénomène, c'est un mécanisme indépendant de l'insuline, il n'y a pas de risque hypoglycémique avec la molécule. Et puis, simplement pour vous détailler cette histoire d'acidocétose glycémique, là,
c'est entre guillemets parce qu'il y a eu des descriptions par la FDA qui a lancé des alertes de patients qui avaient des glycémies pas très hautes. Et donc, Carlos vous a parlé du mécanisme. La glycosurie fait baisser la glycémie, ça entraîne une baisse de synthèse de l'insuline et en réaction, une augmentation du glucagon. Et il y a même des récepteurs en fait, au niveau des cellules alpha de Langerhans qui fait que ça stimule. En fait, en bloquant SGLT2, on va mimer une pseudo-hypo, même à glycémie normale, et ça va stimuler la synthèse de glucagon. Donc, on inverse le rapport glucagon sur insuline. Le glucagon, pour faire simple, au niveau du foie, ça augmente la production hépatique de glucose. Et par ailleurs, au niveau du tissu adipeux, ça stimule la lipolyse. L'insuline, c'est anti-lipolytique, ça stocke les graisses. Le glucagon, ça fait l'inverse, c'est lipolytique. Donc, on libère des acides gras qui vont au foie. Alors là, on arrive ici. Ils peuvent être bêta-oxydés en acétyl-CoA et partir vers le cycle de Krebs pour faire de l'ATP. Mais le glucagon va favoriser la voie de transformation vers l'acétoacétate et les bêta-hydroxybutyrate, c'est ça les corps cétoniques, qui passent dans le sang et qui peuvent être utilisés en périphérie. En situation physiologique, il n'y a pas de problème particulier, on arrive à consommer. Mais si vous avez une situation aiguë, pathologie médicale aiguë, comme on dit, vous synthétisez de l'adrénaline, du cortisol, et ces hormones-là également augmentent la production hépatique de glucose et stimulent la lipolyse, d'où un afflux d'acide gras et le risque de transformation en corps cétonique et d'acidocétose. Et en parallèle, comme il y a une glycosurie, la glycémie peut ne pas être très haute. Et on ne sera pas alerté par une glycémie à 6 grammes qui fera faire un dosage d'acétone, puis le iono, les gaz du sang, etc. Et ça peut se manifester donc, par les troubles digestifs habituels. Et nous, les patients qui sont sous insuline ou longue durée de diabète, on les éduque à reconnaître les signes d'acidocétose. Du fait de ce mécanisme, on ne prescrit pas une glyphosine à un diabétique de type 1, même s'il a montré, ça a montré chez ces patients-là qu'il y avait un bénéfice sur le poids, sur l'équilibre glycémique, mais ça a tendance en parallèle à leur faire baisser leur dose d'insuline. Il y a trop de risque d'acidocétose. En France, en tout cas, on considère qu'on ne prescrit pas un diabétique de type 1, même si l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et le risque d'acidocétose est multiplié jusqu'à 6. Et finalement, tout diabète un peu équivalent en termes de réserve insulinique, celui qui n'a plus de pancréas ou qui a un diabète sur pancréatite chronique et sous basal bolus, ce n'est pas un bon candidat à lui prescrire une glyphosine. Pour le diabétique de type 2, sous inhibiteur du GLT2, il y a des facteurs précipitants de ce mécanisme. Donc, une maladie aiguë, infection gastro-entérite grave, un infarctus, un AVC. Si ce n'est pas accompagné pour l'infarctus d'une décompensation cardiaque, ce qui est recommandé, c'est de le stopper le temps de l'épisode aigu. Des situations à risque de déshydratation sévère parce que ça stimule la synthèse des hormones de contre-régulation. Des diététiques très pauvres en hydrates de carbone ou une prise aiguë d'alcool parce que c'est cétogénique. Et une chirurgie parce que ça peut cumuler plusieurs choses. Le patient va moins boire, moins manger. Chez le type 2 qui est insulino-traité, souvent l'insuline est trop réduite. Et il y a le stress aigu chirurgical et de l'anesthésie. Et c'est suite à des chirurgies qu'il y a eu des alertes de ces acidocétoses à glycémie peu élevée. Les gens vomissaient après des chirurgies abdominales et le diagnostic a été fait trop tardivement. Et du fait de la demi-vie qui est de 12 heures, donc on recommande de stopper 3 jours avant une chirurgie la glyphosine. Alors, en cas d'insuffisance cardiaque aiguë chez un diabétique de type 2 sous inhibiteur de GLT2, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va, ok, c'est un phénomène aigu, mais on ne souhaite pas l'arrêter. Donc, ce qui est proposé dans ce papier fait par des urgentistes et des cardiologues, c'est qu'en cas hémodynamiquement instable, je suppose qu'on évoque le choc cardiogénique à ce moment-là, Eric nous dira, on arrête les inhibiteurs de SGLT2. Par contre, dans les autres situations, on va le poursuivre puisque ça fait partie des traitements, la base de traitement d'insuffisance cardiaque. Par contre, en tant que diabétologue, ce qu'on peut dire, méfiez-vous simplement si c'est un type 2, ne vous faites pas avoir par des vomissements, des troubles digestifs, n'hésitez pas à regarder s'il y a de l'acétone et s'il y en a, rechercher une acidose. En conclusion, on va privilégier dans ces circonstances-là l'insuline transitoirement au pouce seringue IV ou en basal bolus. La metformine, on la stoppe transitoirement. Les sulfamides et les glinides, on les arrête. En cas d'insuffisance cardiaque, si le patient est sous saxagliptine, on lui enlève. Les analogues du GLP1 ont bien leur place s'il y a une coronaropathie associée. Le petit doute dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Les inhibiteurs de GLT2, s'ils sont en place, on les poursuit, sauf s'il y a une hémodynamique instable. L'introduction va être précoce en cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, puisque c'est un des 4 traitements de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite.
on n'oublie pas des surdoses d'acétone si on a un point d'appel, et on ne prescrit pas chez le diabétique de type 1. Alors nous, diabétologues, on aimerait bien mettre analogue GLP-1 et inhibiteur GLT2 ensemble. Dans l'AMM, on a le droit, mais pour l'instant, en France, il n'y a pas de remboursement. Voilà, et juste pour être bien clair dans les AMM, pour l'instant, il n'y a pas encore l'AMM des inhibiteurs de GLT2 dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Mais il y a des résultats extrêmement positifs avec Emperor Preserve. Il y a l'étude en cours avec la dapagliflozine, c'est Deliver. Et il y a une étude qui a été présentée toute récemment, c'est Preserve d'HF, avec la dapagliflozine, sur des critères de les questionnaires KCCQ, etc., qui montraient des résultats extrêmement positifs chez les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée. Et voilà, merci.